personnel en faveur d'un altruisme rationnel et très ancien, puisqu'il remonte au moins à la publication de son ouvrage Famine, richesse et moralité en 1972. Let me say again, but in English this time, that I'm greatly pleased to welcome Professor Singer. Professor Singer, it is a great honor and a pleasure for us to welcome you to Paris Sorbonne. It's really a privilege to have you here with us. J'ai enfin le plaisir d'accueillir Madame Hélène Giacobino, directrice générale de GIPAL Europe, qui a été créée en 2007 au sein de GIPAL. GIPAL est un laboratoire d'action contre la pauvreté qui représente un réseau d'environ 130 à 140 chercheurs affiliés dans le monde autour de 40 universités. Je ne vais pas tenter, bien évidemment, de définir de façon précise l'altruisme efficace, puisque une bonne partie de la séance de ce soir va précisément être consacrée à la présentation de celui-ci. Je voudrais simplement souligner que l'altruisme efficace est une philosophie en acte, puisqu'il s'agit tout à la fois d'un très important courant de l'éthique contemporaine et d'un mouvement social. L'UFR de philosophie de Paris-Sorbonne est très attentive à la philosophie contemporaine, tout particulièrement en éthique, et est heureuse d'avoir compté Olivier Bertrand, le président de l'association Altruisme Efficace France, parmi ses étudiants, puisque c'est au sein de notre UFR qu'il a soutenu un très brillant mémoire de Master 2 consacré à une lecture algocentrique de l'utilitarisme, autrement dit à une lecture centrée sur l'asymétrie entre souffrance et plaisir, travail de recherche qui laissait présager son engagement actuel. L'utilitarisme contemporain, à travers la pensée de Peter Singer, est l'une des justifications possibles de l'altruisme efficace, vers lequel on peut donc converger à partir d'autres théories morales. Cette convergence morale possible autour d'un projet et d'une méthode est évidemment passionnante pour les philosophes, mais le fait qu'elle augmente le plaisir intellectuel des philosophes n'a sans doute que fort peu d'importance. Ce qui importe, c'est qu'elle puisse avoir un impact réel, c'est-à-dire efficace, sur la réduction de la souffrance et tout particulièrement sur la réduction de l'extrême pauvreté et des souffrances que celle-ci entraîne. C'est toute l'ambition de ce mouvement de l'altruisme efficace que je vais laisser à présent ces acteurs vous présenter. Cher Madame Giacobino, cher professeur Singer, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi de commencer tout d'abord quelques mots en anglais, à mon tour, en vous priant dès à présent de vous excuser de ne pas avoir été en mesure de mettre en place un service d'interprétation de l'anglais au français. Nous le regrettons et espérons que vous serez néanmoins en mesure de suivre l'intervention de Peter Singer dans les meilleures conditions. Dear Hélène Giacobino, dear Professor Singer, ladies and gentlemen, dear friends, please forgive me for speaking only a few words in English before reverting to French. Our interpreter, Eloise, will ensure that you understand what is being said. Hopefully the technology will be on our side. Professor Singer and Hélène Giacobino, on behalf of our association, and I would venture to say on behalf of all of us in this beautiful lecture hall, I would like to express our gratitude for taking the time to come all the way to Paris to participate in this event today. It is an immense honor to have you here with us. I would also like to thank Dr. Katarzyna de Lazari-Radek, co-author of Peter Singer's recent book on Henry Sidgwick, The Point of View of the Universe, for being also with us today. I will now revert to French. J'aimerais tout d'abord remercier Jean-Cassien Millet pour ses mots chaleureux et à travers lui l'Université Paris-Sorbonne, l'UFR de philosophie, pour avoir accepté d'accueillir notre association pour son premier pas en public. Comme il a été dit, je suis Olivier Bertrand, je suis le président et cofondateur de Altruisme Efficace France. Alors, beaucoup d'entre vous dans cette salle sont probablement venus avant tout pour écouter Peter Singer et Hélène Giacobino, connaissant le travail de GIPAL, pour écouter Hélène Giacobino nous en parler.
Et peut-être certains d'entre vous dans cette salle se posent la question, l'altruisme efficace finalement, de quoi s'agit-il? Avant de dire quelques mots supplémentaires, je vais céder la parole à quelqu'un qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres, car étant actuellement au Tibet, mais qui a tenu à nous manifester son soutien en enregistrant un message vidéo. Mesdames et messieurs, je cède la parole à Mathieu Ricard. Qu'est-ce que l'altruisme efficace? Finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. L'altruisme, c'est le désir de faire le bien d'autrui. C'est le but que nous nous fixons. Donc, tant qu'à faire, autant que cet altruisme remplisse sa fonction et soit véritablement efficace. Il ne s'agit pas simplement de se faire plaisir ou de réagir à une situation par sentimentalité ou en fonction de nos préférences, mais de vraiment faire le plus de bien possible avec les moyens dont nous disposons, les facultés dont nous disposons, le temps dont nous disposons et l'énergie dont nous disposons. Ça semble effectivement un but tout à fait raisonnable. Donc l'altruisme efficace exige que l'on fasse preuve de discernement, de sagesse, précisément pour évaluer, en fonction des moyens et des facultés dont on dispose, de quelle manière est-ce que nous pourrons faire le plus de bien possible. Pourquoi ça nous évite de tomber notamment dans les pièges de la sentimentalité, par exemple, ou de nos a priori ou biais personnels? Eh bien, par exemple, si parce que, pour des raisons personnelles ou autres, vous avez la possibilité d'aider à rendre heureux quelque part, dans un pays riche, un enfant dépensant des sommes considérables, si pour la même somme, vous pouvez sauver la vie de 200 enfants quelque part ailleurs dans le monde, la réponse de l'altruisme efficace, sauver la vie de ces 200 enfants. Alors, ce n'est pas simplement une sorte de calcul froid qui nous extrait du contexte de notre vie personnelle, où nous allons sacrifier nos propres enfants pour aller aider des enfants qu'on n'a jamais vus ni de près ni de loin, mais simplement pour peser le pour et le contre dans le bien que nous pouvons accomplir. Et il est certain que si le but est de faire le bien d'autrui, c'est dans l'ordre des choses que de faire le maximum de bien avec ce dont nous disposons. Donc ce n'est pas une approche dogmatique, car le problème est toujours complexe. Il est toujours difficile de prévoir les conséquences de nos actes, mais néanmoins, dans le domaine de la santé, de la justice sociale, des inégalités, de l'oppression, de la simple survie de certaines populations, et aussi du sort de 8 millions d'autres espèces animales qui sont nos concitoyens dans ce monde. Dans toutes nos actions, nos pensées, nos paroles, nous devons faire en sorte que la bienveillance qui nous anime, et j'espère qu'elle vous anime tous, puisse être mise en application de la meilleure manière possible afin de faire le plus de bien possible. Ça ne semble pas très compliqué a priori, mais malheureusement, si l'on observe ce qui se passe dans notre propre existence, ce n'est pas toujours le cas. Nous sommes influencés par tant d'opinions, un peu parfois par la négligence, de ne pas s'informer des conditions dans lesquelles notre aide pourrait être plus utile ici ou là, de ne pas s'informer si telle ou telle organisation accomplit bien le bien qu'elle annonce dans ses brochures, essayer de voir quelles sont les ONG qui font effectivement sur le terrain la plus grande différence. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect de l'altruisme efficace, c'est se dire, voilà, pour certains d'entre nous, ceux qui sont réunis ici notamment, nous vivons avec une certaine aisance. Est-ce que nous avons vraiment besoin de la totalité des revenus que nous engrangeons chaque année? Ne pourrions-nous pas vivre plus simplement, profitant du fait que nous nous trouvons dans un pays où la vie est plus aisée, pour consacrer une certaine partie de nos revenus à aider là où il y en a le plus besoin? C'est une excellente question que nous pouvons et que nous devrions tous nous poser. Moi-même, je l'ai résolu de manière assez simple.
Je suis moine bouddhiste, donc effectivement, je n'ai pas beaucoup de besoins. Je n'ai pas de maison, pas de terrain, pas de voiture, pas de famille à nourrir. Donc c'est très facile pour moi. Néanmoins, c'est un simple exemple. Je ne le donne pas pour me faire mousser, mais parce que ça montre ce qu'on peut décider de faire. J'ai décidé de donner 100% de tous mes revenus, droits d'auteur, conférences, etc., à des projets humanitaires en Asie, au Népal, au Tibet et en Inde. Bon, ça c'est un choix qui peut paraître extrême, mais parce qu'il m'était facile à moi personnellement. Mais tous autant que nous sommes, nous pouvons certainement nous priver de petits soi-disant plaisirs superflus ou quelque chose qui va en plus de ce dont nous avons vraiment besoin, une sorte. Finalement, la crise que nous vivons aujourd'hui, certes, des personnes sont durement frappées par cette crise, mais pour bon nombre d'entre nous, cette crise, c'est la crise du superflu. Changer de modèle de voiture, de tablette, de téléphone, tout ça, on pourrait facilement s'en passer en simplifiant notre existence et en consacrant ses ressources à accomplir le bien d'autrui. Donc voilà ces deux facettes, à mon sens, de l'altruisme efficace. D'une part, faire usage de sagesse et de discernement. D'autre part, faire des efforts personnels. Donc je suis particulièrement heureux que mon ami Peter Singer soit avec vous. Lui qui est un des grands avocats depuis toujours de cet altruisme efficace. Et son livre récemment paru aux États-Unis, The Most Good You Can Do, sera, j'espère, bientôt disponible en France. Et j'espère que bon nombre d'entre vous pourront suivre les leçons qu'il tire de sa propre réflexion et des activités qu'il a entreprises depuis quelques dizaines d'années. Donc, l'altruisme efficace, c'est la bienveillance envers les êtres humains et les autres espèces, éclairée par la sagesse et le discernement. La bienveillance envers les êtres humains et les autres espèces, éclairée par la sagesse et le discernement, cela me semble une très belle manière de résumer l'altruisme efficace. Alors, Mathieu Ricard a souligné le fait qu'il y a deux facettes à l'altruisme efficace. Il y a donc la réflexion sur le choix des manières d'aider les autres, en termes de la meilleure utilisation possible de nos ressources, de notre temps, de nos compétences et bien sûr de nos ressources financières. Une deuxième facette qu'il a mentionnée, c'est la part de ces ressources que nous sommes prêts à consacrer à aider les autres. Et les deux sont liés. Qui d'entre nous n'a pas à un moment pensé les dons pour des organisations opérant dans certains pays? On ne sait pas toujours très bien où ça va. Peut-être qu'il y a de la corruption, peut-être l'argent n'arrive pas tout à fait sur place, on ne sait pas exactement, on sait pourquoi on donne, mais on ne sait pas toujours exactement sur le terrain comment les fonds sont dépensés. Et donc c'est un peu un frein, on donne souvent moins. Pourtant, nous avons la capacité de faire beaucoup de bien. Peut-être vous souvenez-vous du slogan d'Occupy Wall Street. We are the 99%. They are the 1%. Ils sont les 1%, alors ils, ce sont bien sûr les traders, les banquiers, les PDG. En France, une personne qui gagne 3 SMIC et demi fait partie du pourcent le plus riche de la planète. Une personne qui gagne 2 SMIC fait partie des 5% les plus riches de la planète. Pour moins de 40 €, il est possible d'empêcher quelqu'un de perdre la vue du fait du trachome, une maladie infectieuse oculaire qui est très fréquente dans les pays en développement. Nous pouvons donc faire beaucoup. Alors, on hésite donc, peut-être du fait d'une certaine incertitude qu'on perçoit. Quelle information chercher? Comment réduire cette incertitude? Alors, on a peut-être tous entendu l'argument, une association qui a des frais administratifs faibles, elle doit être efficace. Vaut-il vraiment mieux une association qui dépense 95% ou 98% de ses fonds à des programmes qui ne marchent pas, ou peut-être vaut-il mieux une association qui dépense un petit peu plus pour réfléchir à sa stratégie, aux problèmes, à analyser les problèmes qu'elle cherche à résoudre et à élaborer des programmes qui marchent. Alors, il existe heureusement d'autres critères que ce critère. Il existe des méthodes qui sont éprouvées. Hélène Giacobino nous en parlera, je pense, tout à l'heure. On peut penser notamment aux études randomisées.
Et il existe des organisations qui sont des sources d'informations rigoureuses. On peut penser à Give Well, Giving What We Can, ou The Life You Can Save, l'organisation du nom du livre éponyme de Peter Singer. Il existe aussi une association, une organisation qui s'appelle Animal Charity Evaluators, qui se consacre à la réduction de la souffrance des animaux, qui est immense. Comme vous le savez peut-être, il y a 60 milliards d'animaux terrestres qui sont abattus chaque année. J'ai bien dit 60 milliards sont abattus chaque année, dans des conditions que les dernières enquêtes de l'association L214 peuvent laisser entrevoir, et souvent après des vies misérables en élevage industriel. Alors, ces informations et ces méthodes ne représentent pas un corpus figé. Mathieu Ricard l'a dit, et c'est un point important, l'altruisme efficace n'est pas dogmatique, n'est pas une approche dogmatique. Les modèles utilisés par l'altruisme efficace, comme tout modèle scientifique, ont vocation à être réévalués régulièrement. Et donc, l'altruisme efficace, ces méthodes, ces sources d'informations permettent de réduire considérablement le niveau d'incertitude qu'on peut avoir par rapport au don qu'on peut souhaiter faire. Alors bien sûr, il y aura toujours de l'incertitude, mais c'est la même chose dans la vie, c'est la même chose dans les affaires. En général, quand on considère que quelque chose est important, on sait gérer l'incertitude et on arrive à prendre des décisions. On ne se résout pas forcément à l'inaction. L'altruisme efficace ne se réduit pas non plus à la question des dons. Une question qui peut se poser est l'utilisation de notre temps, de nos compétences, au travers de nos choix de carrière, par exemple. Il a été estimé qu'une carrière représente 80 000 heures. On peut s'interroger, quelqu'un qui souhaite faire du bien, vaut-il mieux aller travailler pour une organisation caritative, ou vaut-il mieux peut-être choisir une carrière lucrative qui permettra, si on donne une grande partie de son salaire, de financer l'équivalent de peut-être 2 ou 3 personnes qui travailleront dans une ONG. La différence étant que dans le premier cas, on prend un poste qui aurait été pourvu par quelqu'un d'autre, il y a beaucoup de demandes dans les organisations caritatives, il y aura toujours quelqu'un qui aurait pris le poste en question, tandis que si on prend un poste lucratif, il est peu probable que la personne qui l'aurait prise à votre place aurait donné une grande partie de ses dons. Donc en fait, d'un côté on crée des postes, de l'autre côté on ne fait que prendre un poste, ou peut-être qu'on sera légèrement meilleur que les autres. C'est un type de raisonnement qui est important dans l'altruisme efficace, c'est réfléchir à ce qui se serait passé dans le scénario alternatif à celui qu'on envisage. Alors donc, il existe des sources... oui, une autre question rapidement, celle du changement systémique. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parfois investir de son temps et de ses compétences à changer le système, plutôt qu'à se consacrer à des dons? Changer le système politique, le système économique, c'est une des questions qui est traitée et qui est prise très au sérieux au sein de l'altruisme efficace. Alors, il existe donc des sources d'information, il existe des méthodes, mais il existe aussi et surtout une communauté de personnes qui souhaitent réfléchir ensemble à ces questions. Cette communauté, c'est celle de l'altruisme efficace. C'est pour contribuer à partager ces informations, c'est pour contribuer à mener plus avant ces réflexions et à élargir cette communauté que nous avons décidé de fonder Altruisme Efficace France. Notre premier intervenant est quelqu'un qu'on ne présente plus. Jean-Cassien Billier a déjà dit quelques mots au sujet de notre premier intervenant. Il est bien évidemment mondialement reconnu pour ses travaux en philosophie morale, en éthique appliquée. Il a été distingué par le magazine The New Yorker comme le philosophe contemporain le plus influent au monde, et il a été distingué par Time Magazine comme une des 100 personnes les plus influentes au monde. En 1972, Jean-Cassien Billier y a fait référence, il a rédigé un article qui a eu énormément de retentissement, intitulé « Famine, Affluence and Morality », où il défendait l'idée que s'il est possible d'éviter une certaine quantité de souffrance sans sacrifier quoi que ce soit de comparable en importance, nous devons le faire. Il a par la suite écrit d'autres articles, notamment dans le New York Times, qui ont eu beaucoup de retentissement. Il a écrit 2 livres, en 2009, The Life You Can Save, et en 2015, The Most Good You Can Do. Il a aussi beaucoup écrit, bien sûr, sur la condition animale. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Peter Singer.
thank you very much, everyone, for that warm welcome. I want to thank Olivier Bertrand for organising this event and finding a time for it when I was able to be in Paris. I'm very happy to do that. And, sorry, we're on the wrong thing. Thank you. And I want to thank everyone else. I know there's lots of people who've been involved in making this event possible, in organising it, publicising it, doing the translation. So thank you to all of those. Now, as this slide shows, I'm going to focus particularly on effective altruism for animals, and that's partly because we have other speakers, Hélène Giacobino, who's going to speak, I think, about effective altruism in terms of promoting human health and well-being. And I thought that this was something that I have taken a particular interest in, and therefore it's a worthwhile thing for me to speak about. But I do want to emphasize that my interests are very much in both effective altruism for humans and effective altruism for animals. I think that they're both extremely important. As Olivier Bertrand just said, one of my earliest works in ethics was an article arguing that all of us in the wealthy nations have an obligation to help people who are in so much greater need that for relatively modest amounts that don't make very much difference to our lives, we can make a dramatic difference to their lives. And Mathieu Ricard, of course, also emphasized that in the video that you just saw, that effective altruism is concerned about trying to make the most impact, trying to do the most good that you can in your lives, with whatever resources you are prepared to put towards that. And as he himself said, becoming a Buddhist monk and therefore being able to give away everything you earn is a somewhat extreme example. The effective altruism movement does not expect that very many people will go that far, but it's much easier for those of us who live reasonably comfortable lives to, for example, set aside 10%, 1/10 of our income, and to use that effectively to either help other people or other animals. And I think that's something which, for most of us, will not have a very dramatic effect on the way we live in material terms, but in terms of our own well-being, in terms of our own sense of purpose in our lives and the sense of fulfillment that we have, the fact that we are doing something significant, that we are setting an example to others who do nothing or much less, and that we are part of a growing movement of effective altruism, which now exists in so many countries all over the world, that we are part of something larger that is trying to do the most good we can, trying to make the biggest possible positive impact on the world as a whole. So let me then say a little bit about how this might work in terms of effective altruism directed towards animals. But firstly, this is the definition of effective altruism that you find in Wikipedia. At least last time I looked, that was there. Of course, Wikipedia can change, but this is a good definition, I think. Note that it is both a philosophy and a social movement, and it applies reason and evidence to find the most effective ways to improve the world. Now, let's look at that with animals. So what I've shown you here is a picture of some very cute dogs, right? I imagine that there are many people in the room who thought, "Ah, aren't they sweet?"
And certainly the last thing that you would be thinking of would be them being treated cruelly. You would think, how could anybody do such a thing? And of course, the same would be true, maybe even more so. I think I get a bigger reaction when I show the kitten than when I show the dogs. Even more so if you think about this kitten here. But if we think about other species, for example, these hens. These are hens in an egg-laying battery unit, which fortunately is no longer permitted in this form anyway in the European Union because of good work by animal organisations, but is still permitted in the United States, in Australia and other places. But we have much less sympathy for hens than we do for dogs or cats. And the same is true for pigs. This also is no longer legal in the European Union, but it was until a few years ago. This is a breeding sow, the mother of the pigs who are sold for bacon or ham or pork. And they used to be in Europe and still are in other countries, kept in isolation in these individual stalls where they have nothing to do all day except stand up and lie down, and for a few minutes they get some food and they can eat the food, but that's all they have to do all day, pretty much every day of their lives. So again, we don't have nearly as much sympathy for pigs as we do for dogs or cats. And we have even less sympathy for fish. At least with wild-caught fish, we don't interfere with their lives, but increasingly, with the development of aquaculture, we are also confining fish in circumstances that clearly are contrary to their basic needs. And for all fish, there is no humane killing. The deaths of these fish are slow and painful. And I think there's no doubt that fish can feel pain. But because they don't make any noises, because they feel cold and slimy, we have even less sympathy with fish than we do with the other animals we eat. Okay, so what principles should we apply to animals? This is the principle that I advocated many years ago in my book, Animal Liberation. I think we should give equal weight to similar interests of every individual, irrespective of race, sex, or species. So I don't say here that all animals have the same interests as humans. Obviously, that would be false. No non-human animals have an interest in listening to a philosophy lecture. They can't get anything out of it. Many humans, fortunately, do have such an interest. So interests vary, and some interests may require higher cognitive abilities than others. Those interests are therefore harder to compare because there are no similar interests that non-human animals have. But there are some interests we have that are similar to those of animals. Most obviously, the interest in not suffering, in not feeling physical pain, or being confined and restricted in ways that cause us frustration or boredom. Those interests may also be similar in some respects. So the fact that a being is not a member of our species is not a reason for saying its interest in not feeling pain doesn't matter, or doesn't matter as much as our interest in not feeling pain. That will depend on whether they are similar interests. And so, just as I say, we now, I hope all of us here, reject the idea that we should give less weight to someone's interests
because they are not a member of our race or our sex, so too I argue we should reject the idea that we should give less weight to their interests because they are not a member of our species. And I use the term speciesism to describe that prejudice or bias. But I now want to distinguish two kinds of speciesism. In the book Animal Liberation, I talked mostly about this kind of speciesism, which I call here anthropocentric speciesism. It's the idea that human interests matter more than the similar interests of any non-human animals. And it's that attitude which has allowed us to keep pigs and hens in the conditions that I just showed you. And still, even if in the European Union they're not quite in such bad conditions, they are still, of course, confined indoors in spaces that are not really adequate to meet their needs. But I also want now to distinguish another kind of speciesism, which I call species bias, which says that the interests of some non-human animals matter more than the interests of other animals, depending on how attractive we find them. And that's, of course, what I was trying to illustrate with the pictures that I showed you a moment ago. And that has a result that is significant for thinking about effective altruism for animals. So if I show you this picture, and I tell you that these dogs have been captured in order to be sold at a market where they are going to be eaten, most of you will probably think that that is a terrible thing. And if you happen to receive an appeal from an organisation saying, stop dog meat in China or Korea or wherever it might still be found, you will probably be very ready to donate to those charities. And perhaps without thinking too much about how likely it is that we will be able to stop these practices. Whereas, if I show you this slide, which is a standard chicken producing unit or factory farm, and despite the reforms in the European Union for laying hens and pigs, as I mentioned, and also for veal calves, there has not been very much change in Europe for chickens raised for their meat. It's certainly possible to buy chickens that can run outdoors, but the majority of the chickens raised and sold in Europe, as in other countries, come from production units rather like this. And I think that this is just as much an atrocity as the eating of dogs, because there is an immense amount of suffering that you are seeing in this shed. In fact, according to one of the greatest experts on the welfare of farm animals, Professor John Webster of the University of Bristol, who founded what is the largest animal welfare research centre in Europe, he believes that intensive chicken production is the single most severe systematic example of man's inhumanity to another sentient animal. Let me take a couple of minutes to explain why Professor Webster believes this. As you can see, firstly, these birds are very crowded. They're in maybe 20,000 chickens in a single shed. That's not a natural condition for chickens. Normally they would live in a flock of 30, 50, maybe 70 or 80 individuals, but usually not more. And they get to know each individual. They have a pecking order. They know which ones are dominant and which ones they are dominant over. They stay out of the ways of the dominant ones. And they have a structured kind of life. With this many birds,
they can't really do that, and they are more stressed for that reason. But there are also other reasons why they're suffering. These birds have been bred to put on weight extremely quickly. So the chickens that are sold in supermarkets are about 6 weeks old when they're slaughtered, about 42 days. They're essentially babies, but they're very large babies, very heavy babies. And they grow so fast that their legs can't really support that weight. Their leg bones are not mature enough to support the weight that they have put on. So they're in pain if they stand. This is one of the things that Professor Webster was talking about. For the last weeks of their life, they are in constant pain if they stand. Now you might say, well, why don't they just sit down on the litter? What you can't see here is that the shed is covered with a kind of straw. But this straw is full of bird droppings because there are all these thousands of birds constantly there. The shed is never cleaned out while the birds are there. Wouldn't really physically be possible. And some producers don't even clean it out when the flock is changed. They may leave it for several changes. So the bird droppings contain ammonia, and if the birds sit on the litter, they actually get ammonia burns from the ammonia in the acidifying ammonia in the straw. They get burns on their hocks and legs. So that's not a solution either. And in some cases, they will grow so quickly and their legs will be so weak that the legs will actually collapse under them. And if their legs collapse under them and they are not near food or water, and the food or water goes through those pipes that you can see. So if a bird in the middle collapses, the legs collapse and the bird is unable to get to food or water, that bird is simply going to die from thirst or hunger, because nobody will look at that bird. Nobody is going to go through these 20,000 birds and look at them individually to see which ones might need help or even simply to be killed, to be put out of their misery. That doesn't happen. So that's why chicken production is an immense source of animal suffering. And if we want to make the biggest difference in suffering, we should focus on where the quantity of suffering is greatest and where we can make the biggest difference. So I think Olivier Bertrand already mentioned these figures. Something like 60 billion animals are killed each year for food, and the majority of them are chickens. And if we compare that with other areas of animal abuse, like the number of animals killed for research, for experimentation, that's about 100 million. So we have 600 times more animals killed for food than killed in research, and that doesn't even include the fish. Now, what does that mean in terms of suffering? It's not just the animals who are killed. Even if you think, well, at least they get killed humanely. There is, as I've already mentioned, there is a number of chickens and other animals who don't even make it to slaughter. They die before they are ready to be taken to slaughter. And this slide shows you those numbers on this large sign for chickens alone in the United States. Okay, this is not the number of chickens slaughtered for meat. That number would be over 8 billion. This is the number of chickens who die before they're ready for slaughter. So, as I said, these are very young birds, so they're dying young, and they're dying because the conditions are so stressful or because their legs are collapsing under them. In other words, as this slide puts, they actually suffer to death. They are dying a death of suffering, not simply living and then being quickly slaughtered. And you can compare that number, nearly 140 million, with the number on this side, which includes all of the animals killed in shelters. So in other words, all of the dogs and cats
that are lost and abandoned and taken to shelters and not adopted and are killed in those shelters in the United States, plus all of the animals killed for fur in the United States and all of the animals killed in laboratories added together, and we still only get to 25 million now. 25 million is still a large figure. It's still a bad thing that those animals are used in this way. But as you can see, the number of chickens dying, suffering, is more than 6 times or around 6 times the number of animals used in all those other forms. And what about the resources that we put towards trying to help animals? Well, this is just about the numbers of fish. It's even larger, but I'll skip over that. What I wanted to emphasize, this comes from a recent book published by Wayne Purcell, who is the president of the Humane Society of the United States, the biggest animal welfare organization in the United States. And he's saying that 90% of the money donated to animal charities is going to dogs and cats. And that's because, as I say, this species bias. People are more concerned about dogs and cats than they are about chickens or pigs. And animals abused on farms, he says, receive 1/10 of the available resources, even though they represent more than 99% of the animals at risk. So from an effective altruism point of view, there's much more suffering going on in the factory farms, and there's much less money going to try to do something about that. And that's not a good outcome. Provided, of course, we can do something about the farms. But I think we can. We have shown already in the past that we can have an effect on the suffering of farm animals, partly by lobbying for better conditions. And just quickly, here are some of the things that have been banned here in Europe, as well as in some states of the United States, especially California. Individual stalls for veal calves, the sow stalls again, the standard cages for laying hens, and even McDonald's is about to switch over to cage-free eggs over the next decade. So animal groups have made progress and can make progress either by lobbying governments or by protesting against corporations that are using factory-farmed animals in very confined conditions. So here, as I said, there's been very little progress in this area, and I think it's one that we ought to be focusing on as effective altruists to try to make the biggest possible impact that we can. I'll also just mention that in terms of efficiently feeding ourselves, we do much better without animal products. So as this chart shows, if what we want to do is to produce protein, then we do better by growing crops, particularly soybeans, but also even the grains like rice and corn, other legume crops. All of that produces more protein per acre or per hectare than the animal products over there. So we don't need to do this in order to feed the world. It's a myth to think that factory farming helps to feed the world. The truth is the reverse of that. It wastes grains and soybeans that are fed to animals, and we get less food out at the end than we put in. So we don't need to do it. It's also very harmful from the point of view of climate change because of the greenhouse gas emissions in producing livestock. And, oops, that was the last slide. So I do think that there are things we can do about this. We can encourage people to avoid factory farm products, and we can encourage people to reduce their consumption of animal products altogether, either becoming completely vegan, or if that's too difficult, and I know, at least on my previous visits to France, it's been very difficult to find vegan food around. I know that that's got a little easier in the last couple of years, and that's a great thing. But for those who still find it too hard,
at least reducing the amount of animal products that you're eating is a step in the right direction. Thank you very much. Dans, je crois, 15 ans. GIPAL, le Poverty Action Lab, le laboratoire d'action contre la pauvreté, comme vous le savez sûrement, a été fondé au sein du département d'économie du MIT, du Massachusetts Institute of Technology, et constitue aujourd'hui un réseau de chercheurs qui sont affiliés à une quarantaine d'institutions dans le monde entier. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Hélène Giacobino. Merci. C'est assez impressionnant de parler après vous, cher monsieur, cher professeur, après Mathieu Ricard. Bon, je vais essayer de garder le niveau. Alors, l'idée de cette présentation est de vous montrer que, effectivement, il est important de mesurer l'impact de ce que l'on fait pour pouvoir être le plus efficace possible. Et le laboratoire GIPAL s'intéresse essentiellement aux programmes de lutte contre la pauvreté et aux politiques publiques. Alors, je vais vous demander de travailler un tout petit peu, quelques minutes. Vous avez ici une liste de programmes qui ont été, qui peuvent être mis en œuvre en Afrique pour inciter les enfants à aller plus à l'école. Vous savez que c'était un des objectifs du millénaire, de faire que plus d'enfants des pays en développement aillent à l'école. Alors, tous ces programmes existent, voilà, et vous êtes ministre de l'Éducation au Burkina Faso, et vous vous dites, ciel, lequel vais-je choisir? Alors, j'imagine, on ne va pas le faire là, mais j'imagine que si je demandais qui a choisi le numéro 1, qui a choisi le numéro 2, etc., j'aurais une répartition à peu près égale de vous tous, c'est-à-dire que vous pensez que c'est plutôt les livres gratuits parce que pour telle et telle raison, pour votre expérience, vous pensez que c'est ça la bonne solution. Mais ce que je veux vous montrer à travers cet exemple, c'est que toutes ces idées là-haut, elles ont l'air bonnes. Mais comment choisit-on? Justement, le pauvre ministre de l'Éducation du Burkina, il a en général rien de sérieux, de rigoureux qui l'aide à faire ce choix. Et s'il choisit la politique numéro 8, par exemple, il va le faire parce que c'est voilà, la mode, parce que c'est le dernier truc qu'il a entendu, et non pas parce que c'est réellement la politique qui a le plus d'effet. Et donc, pour pouvoir l'aider, en fait, je suis persuadée que s'il le fait, c'est parce qu'il n'a pas les éléments, c'est pas parce qu'il veut mal faire ou quoi. On n'est pas du tout dans l'idée que les politiques ont une volonté de mettre en œuvre des politiques qui ne marchent pas, mais c'est simplement qu'il n'a pas les éléments lui permettant de le faire. Et ce dont il a besoin, c'est d'évaluation rigoureuse. Alors, je vous donne quand même la solution ici, parce que toutes ces politiques, nous les avons évaluées, les chercheurs de GIPAL les ont évaluées, et celle qui s'avère être à la fois le plus efficace et le moins cher, c'est le déparasitage des élèves qui vont à l'école. Alors, juste en quelques mots, GIPAL, puisque voilà d'où je parle, GIPAL, c'est donc un réseau de chercheurs qui existe à travers le monde entier, qui est réparti dans plusieurs universités, qui a été créé en 2003 par Esther Duflo et Abhijit Banerjee. Et l'idée de ce réseau, c'est de mettre en œuvre des évaluations d'impact rigoureuses des programmes de lutte contre la pauvreté et de politique publique. Et la seule méthode qui est utilisée dans le laboratoire, ce qui ne veut pas dire que c'est la seule méthode qui existe au monde, mais la seule méthode que nous utilisons est la méthode de l'évaluation aléatoire. Alors, pour vous donner une idée, depuis 2003, environ 650 évaluations de différents programmes ont été menées dans le monde. Vous voyez qu'il y en a aussi bien dans les pays dits en développement que dans nos pays riches, puisque la pauvreté, malheureusement, existe aussi encore dans nos pays, et qu'elle concerne tous les domaines, aussi bien la santé, l'éducation, le travail que l'environnement, etc. Il n'y a pas grand-chose sur les animaux, en revanche, mais peut-être que ça viendra. Alors,
comme je vous le disais, finalement, on dispose de peu d'éléments qui permettent de choisir, et c'est pour ça que c'est important d'évaluer et d'arrêter de véhiculer des préjugés, des croyances erronées, ou simplement de subir des effets de mode. Vous vous rappelez tous de cette époque où à la Banque mondiale, on ne parlait que d'infrastructures et il fallait construire des barrages partout dans le monde. Et finalement, certaines évaluations depuis ont montré que ça n'avait pas du tout apporté la richesse économique que c'était supposé apporter. Alors, on a insisté sur le côté des ressources et effectivement, ça paraît être quand même le premier devoir de chacun, mais donc encore plus des politiques ou des décideurs, c'est d'utiliser nos ressources de manière efficace. Et une façon de le faire, c'est effectivement de mesurer l'impact des programmes, de les comparer, voir ce qui coûte par rapport à l'effet recherché et de pouvoir prendre des décisions beaucoup plus éclairées. C'est important aussi parce que vous vous rendez compte que beaucoup de gens pensent que finalement, donner de l'argent, c'est inutile, ça ne sert à rien. Depuis des années, on finance des puits en Afrique et voilà, il n'y a toujours pas plus d'agriculture, etc. Il y a une lassitude, une conviction que la pauvreté, eh bien, elle est là, elle sera toujours là et qu'on ne peut rien faire. Et ça, c'est vraiment extrêmement dommage parce que c'est totalement faux. Il est possible d'avoir des programmes efficaces qui marchent et qui ne coûtent pas des sommes impossibles à réunir. Alors, l'évaluation aléatoire, quelques mots pour que vous sachiez de quoi on parle. Alors d'abord, je voudrais tout de suite préciser que c'est une méthode qui existe depuis de nombreuses années. Elle n'a pas été inventée par les chercheurs de notre laboratoire, comme on le voit parfois écrit, donc je veux rétablir cette vérité. Et c'est une méthode que finalement vous connaissez pour partie, puisque c'est la méthode que l'on utilise en médecine pour tester des médicaments. On prend un groupe qui va recevoir le nouveau médicament et un groupe qu'on appelle le groupe témoin, ce groupe de comparaison qui lui aura un placebo. Alors évidemment, en sciences sociales, on ne va pas donner un RSA placebo ou je ne sais quel programme placebo, il y aura juste la situation qui existait avant que ce programme soit mis en route. Mais donc, c'est quelque chose qui, moi, m'étonne toujours, c'est qu'alors qu'on est prêt à investir des sommes importantes dans la recherche pour les médicaments, on ne soit pas prêt à investir des sommes tout aussi importantes pour lutter contre la pauvreté, alors que ça serait possible. Donc, l'idée, on répartit de façon aléatoire, c'est ça qui est important, puisque c'est ça qui va permettre d'avoir des groupes comparables. Et du coup, de bien voir l'impact du programme. Parce que bien souvent, si on mesure la situation avant la mise en route d'un programme, je vais prendre un exemple très simple. Dans notre pays, il y a énormément de chômage, comme vous le savez tous. Si on met un programme d'aide, d'accompagnement auprès des chômeurs pour qu'ils retrouvent un emploi, on va dire, avant l'introduction de ce programme, il y a tel taux de chômage, on met en œuvre la formation, par exemple, et puis on mesure le taux de chômage ensuite. Et là, en fait, ça ne vous dit rien sur la validité, sur l'impact de ce programme, parce qu'il s'est passé plein de choses d'autres que votre programme de formation. Peut-être une entreprise a-t-elle ouverte dans la ville où vous faites votre formation, ce qui va du coup, évidemment, avoir entraîné des embauches, et donc fait baisser le taux, mais peut-être que votre formation, elle était quand même très nulle. Ou alors, au contraire, peut-être qu'une entreprise a fermé, et que votre formation, qui était pourtant super, eh bien, votre taux de chômage, il va augmenter, parce qu'à l'extérieur, il y a eu des événements qui se sont passés, pour lesquels vous n'êtes pas, évidemment, responsable. C'est très, très rapidement un exemple pour vous montrer que si on n'évalue pas les programmes et les politiques, bien souvent, c'est parce que c'est assez compliqué de le faire. Et que les méthodes qu'on utilise souvent, ce sont les plus faciles à mettre en œuvre, et il faut savoir qu'elles ont des limites et savoir les corriger. Donc vérifier, par exemple, si vous faites ce qu'on appelle cette méthode d'avant-après, corriger en vérifiant ce qui s'est passé autour, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment choisir. Je vais vous montrer un autre schéma. Voilà.
Donc vous avez un programme, si on continue sur mon exemple des chômeurs, donc votre population cible, ce sont les chômeurs. On prend un échantillon sur cette population et on les répartit de façon aléatoire sur le nouveau programme que vous voulez tester et sur le programme habituel qui existe. Et compte tenu du nombre qui existe, vous aurez réellement deux groupes comparables. Quand je veux dire deux groupes comparables, c'est des groupes qui ont à peu près les mêmes caractéristiques au niveau statistique. Aujourd'hui, si je divise la salle en deux, j'ai de grandes chances que de chaque côté de la salle, il y ait autant d'hommes ou de femmes, simplement parce que vous êtes beaucoup. Si on était dans une salle de classe avec 20 personnes, ça ne marcherait pas. Mais à partir du moment où vous avez un nombre suffisant, quand vous le répartissez, vous avez des groupes qui sont comparables. Et donc la seule différence qui va exister, ça sera l'impact du programme. S'il y a une usine qui a fermé, eh bien, elle aura fermé des deux côtés. L'impact sera le même des deux côtés. OK ? Voilà, c'est en fait assez simple à expliquer. C'est plus compliqué à mettre en œuvre parce qu'il faut évidemment éviter qu'il y ait d'autres choses qui perturbent l'évaluation, comme le fait que des gens changent de groupe, qu'ils sachent qu'ils sont dans une étude et qu'ils modifient leur comportement, etc. Mais ça, c'est des problèmes qu'on trouve dans tous les types d'évaluation. Alors, voilà, ça paraît simple et assez miraculeux. On se dit, on va tester les programmes et puis on en saura plus et on sera plus intelligent et ça ira mieux. C'est pas si simple. Une évaluation aléatoire, c'est un vrai bulldozer. C'est quelque chose de lourd, de compliqué à mettre en œuvre, puisqu'il faut vraiment suivre les choses le temps qu'il y ait l'impact. Si vous faites un programme pour apprendre à lire à des élèves, par exemple, qui ne savent pas lire, que le programme dure 3 mois, vous avez l'impact au bout des 3 mois. Vous pouvez tout de suite constater s'ils savent lire ou pas. Si vous introduisez un programme de microcrédit dans une région rurale du Maroc, ça va créer des modifications qui sont bien plus longues et qu'il faudra suivre pendant 2 ans, 3 ans, etc. Par exemple, pour l'exemple du déparasitage dont j'ai parlé au début, les enfants qui ont fait partie de cette expérimentation, qui était au Kenya, ont été suivis pendant plus de 10 ans. Parce qu'on a vu qu'ils allaient plus à l'école, mais ce qu'on voulait voir aussi, c'est est-ce que ça change leur vie après. Et effectivement, on a attendu donc qu'ils trouvent un emploi, qu'ils gagnent leur vie pour pouvoir les comparer, toujours ces deux groupes qu'on a pu suivre pendant toutes ces années. Donc, une évaluation aléatoire, c'est quelque chose de lourd, et donc il ne faut le faire que lorsqu'il y a vraiment une question, un débat important. Un exemple simple, vous connaissez tous le paludisme. Vous savez tous que quand on met des moustiquaires, ça aide à lutter contre le paludisme. Il y avait un débat très important dans la communauté médicale. Fallait-il donner ces moustiquaires ou fallait-il les vendre? Puisque certains disaient, si on les donne, ils vont les gaspiller, etc. Ça va rendre les gens dépendants, etc. Donc là, c'est une vraie question parce que ça touche des millions de gens et que c'est un moyen finalement très facile à mettre en œuvre et qui existe. Et donc, une évaluation aléatoire, dans ce cas, est intéressante et a permis de montrer que donner les moustiquaires était beaucoup plus efficace, etc. etc. Je ne rentre pas plus dans les détails, j'ai pas de temps. Mais vous voyez, ce genre de questions importantes, là, il faut faire une évaluation aléatoire parce que ça donnera une mesure précise des choses et ça donnera l'ampleur. Les 10 programmes que je vous ai montrés au début sont tous des bonnes idées. Mais par contre, on n'en a pas l'impact si on ne le mesure pas rigoureusement, et c'était vraiment important de voir des différences aussi fortes entre ces différents programmes qui tous semblaient être de bon sens. Donc, une évaluation aléatoire que quand il y a une grande question, pas pour tous les petits programmes qu'on peut imaginer. Il faut le faire lorsque le programme est stabilisé, c'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous évaluez. Si on est dans quelque chose qu'on est en train de tester, eh bien, là, on va tester quelque chose, là, on va évaluer autre chose. Donc, il faut que les choses soient bien fixées. Il faut donc qu'il soit représentatif et pas juste une solution particulière, parce qu'à ce moment-là, on ne met pas en œuvre un tel outil aussi puissant. Et
se donner le temps de faire les choses bien, se donner les moyens de compétences, de budget, etc. Alors, quand on ne peut pas faire ou qu'on ne doit pas faire une évaluation aléatoire, la solution que nous préconisons, c'est simplement de faire une évaluation de processus très rigoureuse. Le processus, c'est sans doute ce que vous faites si vous êtes déjà dans des associations vous-même, où vous suivez exactement. Vous avez récolté de l'argent, cet argent devait servir à telle chose. Alors, est-ce que l'argent est bien arrivé? Comment a-t-il été employé? Combien de personnes ont été touchées? Vous voyez le côté vraiment suivi, extrêmement rigoureux de ce qui était prévu. Et là, ça permet déjà d'apprendre énormément de choses, d'avoir des informations et d'en savoir plus. Pour terminer, je n'ai pas regardé le temps, mais je crois que je suis dans le temps. Je vais vous donner un exemple, ce qui vous permettra de mieux comprendre comment tout ça fonctionne. Alors on est parti en Inde, là on est en Inde, et on a travaillé à la demande, nous ne travaillons qu'à la demande des gens sur place, du ministère de la Santé et avec une grosse organisation indienne, Seva Mandir. Le problème qui était soulevé là, c'était le taux de vaccination qui était extrêmement faible, environ 2,5% parmi les enfants de cette région d'Inde. Or, en Inde, il y a un système de santé avec des centres de santé qui sont très répartis à l'intérieur du pays. Les vaccins existent, ils sont gratuits. Et donc, l'idée, c'était de comprendre pourquoi, alors que tout ça était accessible, les gens ne faisaient pas vacciner leurs enfants. Alors, deux problèmes ont été repérés. Un, c'est que certes, dans le centre de santé, il n'est pas très loin, il y a les vaccins, ils sont gratuits, mais souvent, il n'y a pas l'infirmière qui est là pour vous faire l'injection. Parce que les infirmières en Inde ont des tonnes de tâches à accomplir, qu'elles courent partout dans tous les sens et que donc elles sont souvent absentes de leur centre. Résultat, vous venez une fois avec votre bébé, il n'y a personne, vous revenez peut-être une deuxième fois, mais vous ne revenez pas une troisième, ça vous prend trop de temps, trop d'énergie, et puis bon, faire vacciner son enfant, c'est quand même pas une partie de plaisir, donc on ne le fait pas. Donc première raison qui pourrait expliquer ce taux de vaccination aussi faible, l'absence de personnel. Mais la deuxième raison peut être aussi simplement une question de croyance, de position contre la vaccination pour diverses raisons. Donc l'idée de l'évaluation a été de comprendre laquelle de ces raisons ou ces deux raisons faisait un frein. Donc il a été mis en place dans 60 villages des campagnes de vaccination extrêmement régulières. Donc il y avait une information qui était faite dans le village disant le premier samedi du mois à 14h, il y aura une infirmière qui sera là pour vacciner vos enfants et donnant de l'information sur ce que c'est que la vaccination. Donc là, le boulot des chercheurs, c'est de vérifier, de faire des contrôles inopinés, réguliers. Est-ce que réellement cette campagne a bien été mise en œuvre? Est-ce que les infirmières étaient bien là au jour prévu? Et l'autre façon d'essayer de répondre à ce problème de croyance, c'était de donner dans la moitié des villages une incitation, une petite incitation pour encourager les gens à faire vacciner leurs enfants. Dans ce cas, ici, l'incitation, c'était 1 kilo de lentilles. Alors, même pour un paysan pauvre en Inde, 1 kilo de lentilles, c'est pas énorme. C'est pas quelque chose qui vous fait renoncer à vos croyances. On proposerait 1 million, une télévision ou quoi. Bon, mais là, vraiment, 1 kilo de lentilles, c'est juste une petite incitation pour y aller. Alors ensuite, donc ça fait un groupe de 120 villages. Vous avez 60 villages qui ont la campagne régulière de vaccination. La moitié de ceux-là ont en plus les lentilles. Et de l'autre côté, vous avez vos 60 villages témoins, dans lesquels il y a ce qui se passe toujours. Et pour un petit peu compliquer les choses, pour en savoir quand même encore un peu plus, à chacun de ces 120 villages, on a ajouté un village satellite qui était situé à quelques kilomètres pour voir si l'information se diffuse et si les gens, dans la mesure où ils savent qu'il y a l'infirmière qui sera là, viennent quand même faire vacciner leurs enfants. Donc là, vous voyez bien qu'il y a des questions quand même de fond qui sont posées, qu'on essaye d'y répondre avec des solutions simples
et qu'on va pouvoir constater ce qu'il en est. Alors les résultats, dans le tableau qui est là, donc à gauche pour vous, ce sont les résultats des villages principaux. C'est-à-dire que le 5,3, ce sont les villages de comparaison, les villages témoins dans lesquels il n'y avait pas de programme. Donc là, on reste à un taux très faible. Les 17,5, c'est les villages qui avaient la campagne d'information et la présence régulière des infirmières. Et le dernier, à 36,9, ce sont les villages qui ont cette campagne ainsi que les lentilles. Donc on voit très clairement que l'incitation à venir faire vacciner vos enfants marche très fort. Donc on peut se dire que si les gens ne venaient pas, ce n'était pas à cause de croyances particulières, mais voilà, on essaye de comprendre pourquoi. Et on se dit, ma foi, moi, en France, qu'est-ce que je fais pour faire vacciner mon enfant? Qu'est-ce qui se passe? En France, en fait, on a une incitation négative. Si on ne fait pas vacciner son enfant, on ne peut pas l'inscrire à l'école. C'est aussi une incitation. Là, c'est une incitation positive et qui est surtout beaucoup plus facile à mettre en œuvre dans des pays qui n'ont pas toujours le système, la structure administrative permettant de contrôler. Et donc, on se rend compte là qu'il y a un espèce d'invariant humain qui est que quelque chose qui n'est pas très rigolo, eh bien, on le repousse toujours au lendemain, et que pour nous inciter, nous obliger à faire les choses, ben, ma foi, qu'on n'a pas trop envie de faire, une petite incitation, c'est utile. Alors, l'autre tableau, vous avez les résultats dans les villages satellites. Donc, à quelques kilomètres de là, on voit que la campagne d'information toute seule, ça n'a pas un effet terrible, puisqu'on arrive à 8,4%. Qu'en revanche, là aussi, les lentilles, ça marche bien, et on est à plus de 27%. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérimentation? Ce que j'introduisais, cette idée de procrastination, où on a tous besoin d'un petit coup de pouce pour faire les choses les plus embêtantes, et pas les remettre au lendemain. Et je pense que c'est d'autant plus vrai, enfin je pense, nous avons pu vérifier que c'était d'autant plus vrai pour les personnes qui sont les plus pauvres, parce qu'elles ont des vies beaucoup plus compliquées que nous. Nous, on se lève le matin, on a un toit au-dessus de nous, on ouvre le robinet, l'eau est potable, on a de quoi manger dans le frigo, c'est au frais, ça n'a pas pourri depuis hier, on va aller au boulot, il y a des métros qui marchent, enfin, en général. Et puis, on a notre salaire qui va tomber, la retraite, c'est pris sur le salaire, la sécurité sociale, etc. On a des vies extrêmement simplifiées. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui est pauvre en Inde, il n'a pas l'eau potable, il n'a pas la retraite, il n'a que dalle. Donc, il passe sa journée à résoudre des problèmes, à se poser des questions, mais comment vais-je arriver à faire ci, à faire ça? Donc, c'est d'autant plus important dans les politiques de lutte contre la pauvreté, de faciliter les choses aux personnes les plus pauvres. Aller vers eux, leur donner des moyens simples pour qu'ils puissent s'en saisir et que ce ne soit pas une complication supplémentaire dans leur vie déjà si compliquée. En plus, ce qu'on a pu constater, c'est que finalement, ça revenait moins cher de ce programme, puisque l'infirmière, quand elle est là, elle bosse, hein, elle vaccine à tour de bras les enfants, et même avec les lentilles, tout ça revient moins cher que le système habituel. Donc ça aussi, c'est quand même une bonne nouvelle. Et alors, je termine par une success story du labo, puisque ces résultats, on les a trouvés en 2007, et que depuis, cette politique a été généralisée dans l'ensemble de cette région, et qu'aujourd'hui, le taux de vaccination est de 80%. Donc, on voit que lorsqu'on arrive à proposer des solutions qui sont simples, qui sont d'un coût raisonnable, les politiques sont prêts à les mettre en œuvre et que du coup, on a un résultat efficace. Voilà. Merci Hélène Giacobino. Alors nous allons passer à une séance de questions-réponses qu'on fera peut-être un petit peu plus courte que ce qu'on avait prévu. J'aimerais inviter deux personnes à nous rejoindre.
La première qui joue un rôle absolument central dans notre association, qui est notre secrétaire générale et cofondatrice. Alors, notre troisième cofondateur est avec nous, Florent Berthet. Je crois que Laura vous dira un petit mot sur notre équipe tout à l'heure. Donc, Laura Green est une personne qui exerce ses talents à l'université d'Oxford, comme Peter Singer avant lui, qui est le responsable de la recherche pour notre association, qui est Thomas Hitler. Tu veux le... C'est bon? Ça va? Bon, on va essayer de faire avec les difficultés de micro. Donc merci beaucoup Peter Singer et Hélène Giacobino pour ces interventions qui étaient vraiment riches en contenu, peut-être qui ont apporté des idées nouvelles à pas mal d'entre vous, des choses que vous connaissiez ou vous ne connaissiez pas du tout. J'imagine que vous avez plein de questions. J'ouvre la salle à la première question. Est-ce que quelqu'un peut faire passer... Est-ce qu'on a un autre micro? Ça, c'est peut-être une question... Je peux se lever et parler très fort. Ok. Alors, madame en haut. Peut-être tu pourras répéter après si jamais tu m'en attends. Oui. Alors, et puis je vais servir d'interprétation, Louis, si tu veux. Je vais peut-être traduire les questions si elles sont dirigées à l'intervenant en particulier. J'ai deux questions. Tout ça, mon intervenant, merci beaucoup. Donc, il y a à peu près une dizaine d'années, j'ai fait un reportage sur une dame, je ne pense pas qu'elle était votre association, mais qui voulait aider les orphelins indiens et qui a fait à cet effet un élevage en batterie de poulets. Donc, j'étais extrêmement choquée. Donc, je voulais savoir si c'est des choses comme ça qui peuvent vous passer par la tête. Et j'ai entendu d'autres choses comme ça, pour aider des enfants, pour faire un élevage de lapins, de batterie. Je ne sais plus dans quel pays. Et ma deuxième question, vous parlez de ressources limitées. Est-ce que vous évoquiez le véganisme? Parce que c'est vraiment le moyen de profiter tous ensemble de la vie en préservant les ressources. So just to translate. So just to translate quickly, so the first question is about a documentary that she saw a few years ago about a way to help other people, to help children by raising rabbits or hens in cages in horrible conditions, and she was quite shocked by that. So I think the question is this something that we advocate? Is it something that we stand for? So maybe for either for Thomas or for Professor Singer. And the second question is related to veganism. Is it an approach that we would like to emphasize? This woman believes that it is a very important thing to stress. Firstly, I should say effective altruism is not a single political organization or party. So when you ask what do we support, I can tell you what I support, Olivier can tell you what he supports, Hélène can tell you what she supports, but different effective altruists may support different things. But personally, of course, I do not support keeping rabbits or hens or any other animals in factory farm conditions. I don't think that this is a long-term desirable solution to poverty, and I don't think we should try to overcome poverty by causing large numbers of animals to suffer. So I certainly don't support that. I do support a gradual shift towards a plant-based diet, in other words, a vegan diet. I don't think we should be fanatical about this. As I said, I think we should try to encourage more people to choose vegan foods, and I think then the market will respond. We will get more and better vegan foods available. And we can provide incentives. Elaine was just talking about incentives like lentils, which is a good plant-based incentive.
But there has been talk in Europe recently about putting taxes on meat particularly because of their greenhouse gas significance. That was proposed recently by the Council of Ethics in Denmark, and I hope it will be discussed. It's obviously not going to be politically easy for governments to start taxing meat, but personally I think it would be a good thing to do. We do tax cigarettes, yes. Oui, merci. Très bonne remarque. Il peut fréquemment y avoir des programmes bien intentionnés qui causent finalement des conséquences néfastes que les instigateurs du programme n'avaient pas prévues. Mais j'insisterai sur le fait qu'il n'y a pas seulement les effets directs que vous mentionnez avec l'élevage de lapins. Il y a aussi un certain dommage indirect qui apparaît à travers les coûts d'opportunité. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement mauvais de faire un programme qui a des effets néfastes qu'on n'avait pas prévus, mais ça crée aussi un dommage de ne pas mettre en place le programme le plus efficace, puisque les ressources qu'on utilise pour ce programme auraient pu être utilisées pour faire beaucoup plus de bien autrement. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Ce sont les vaccins qui sont recommandés par l'OMS, les 5 vaccinations pour les enfants. Alors, effectivement, on peut débattre, est-ce qu'il faut vacciner ou pas? Mais surtout, et ça rejoint la question de Madame tout à l'heure, nous n'intervenons que parce qu'il y avait cette politique qui voulait être mise en œuvre. Ce n'est pas les chercheurs qui disent c'est ça qu'il faut faire. Ils mesurent ce que des gens ont envie de faire. Quels sont les objectifs et modes d'action envisagés pour l'association Altruisme, Efficace France? Qu'est-ce qui est prévu pour les prochains mois concrètement? Puis aussi, si on considère que seuls les chiffres comptent, comme le disait Peter Singer, c'est intéressant. Alors du coup, on a d'un côté 1000 milliards de poissons, et puis de l'autre 65 milliards d'humains. Alors, est-ce que finalement, du coup, il faut se centrer que sur la question animale et laisser tomber complètement les humains? Parce que voilà, ça fait des fois que des chiffres, finalement, ils sont quasiment le même. C'est une très bonne question, merci. I think there were two questions. One is about the action, what are the plans for the association in the coming months and years, maybe. And the second one is about the moral weight, the weight that should be assigned to animals versus humans, considering, for example, the large number of animals, of fish, extremely large number of fish. Should we give more weight, more moral weight to the fish, for example, due to sheer numbers over the humans? So maybe I'll quickly answer on the association. So there are different things we hope to do in the coming months and years. Mostly what we'd like to do is to be a platform. I mentioned the fact that there is a community of people who want to think together about those questions that we've addressed today. We'd like to be a platform for exchanging, for sharing information. We have some concrete actions that we'd like to take in terms of, for example, helping donors to have appropriate information. The organizations I mentioned earlier today are mostly based in the US, in the UK. We would like to help people based in France to have the same level of information. For example, there is a fiscal lever that you enjoy when you donate to a French organization, but maybe you don't have sufficient information about the French organization. But there is also a lot, and I think Laura will speak about it later on, that we are still in the process of determining, and that's something we'd like to do with people who will join us in the coming weeks. Peut-être simplement en français pour répondre à votre question, si c'est bon en anglais. Oh oui, sorry about that, I was translating. Pardon, désolé, je traduisais, donc du coup j'ai répondu en anglais. Peut-être rapidement. Oui, c'est juste parce que c'est peut-être une question importante. Oui, non, toutes mes excuses.
Donc, non, ce que je disais, c'est qu'on espère surtout être une plateforme qui permette à toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer dans les questions qu'on a abordées aujourd'hui, de mettre en commun leurs réflexions, leurs talents, leurs compétences, leur temps. Certaines choses qu'on souhaite faire, il y a certains besoins criants, hein, c'est-à-dire que quand on est basé aux États-Unis, quand on est basé en France, on a Giving What We Can, on a The Life You Can Save, on a Give Well, on a Animal Charity Evaluators. Quand on cherche une organisation à qui donner caritative en France, on peut, mais on perd un levier, un ratio multiplicateur de 3, qui est tout simplement, enfin, pour peu que ce soit imposable, les réductions d'impôts qui sont liées au fait de donner à une association française. On espère pouvoir développer des méthodes qui permettent d'avoir un niveau d'information intéressant pour les gens qui donnent en France. Mais ça n'est pas tout, j'ai mentionné tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas que de dons, et donc voilà, avant tout on souhaite être un lieu où les gens se retrouvent pour parler de ces sujets. Sorry, on the fish versus humans? Yes, that's a very difficult question. I mean, I think whether it's fish or chickens or pigs, we don't really have any way of knowing how to compare the experiences of different animals. And you know, you might think that pigs' experiences we can compare more closely, they're more like us, they can show us in various ways what they prefer and what they don't prefer. Even hens can show us that they prefer not to be in a wire cage. With fish, I'm quite sure that they prefer swimming in the sea to being hauled out in a net and suffocating on the deck of a fishing vessel. But how we compare that, I don't think we have any way of doing that. So I will only say that I think both the reduction of human suffering and the reduction of animal suffering are important. And really, you know, some people are more concerned about human suffering, and I think that's fine. You know, if they're doing something to reduce human suffering, that's a very important thing to do, and that's why I founded The Life You Can Save, the organization which is focusing on global poverty and human suffering. I hope that is attracting a lot of support from people. And there are other organizations that attract support from people concerned about animals, and I hope that they will focus on where the largest amount of animal suffering is. But to try to compare those two different areas is not something I'm able to do, so I really leave that up to your individual choice to say which is for you the most important area. Je peux peut-être traduire très rapidement en un ou deux mots ce qu'il a dit. Très rapidement, donc, Peter Singer indiquait qu'il est très difficile de quantifier, bien évidemment, ce que peut être le ressenti subjectif, la quantité de souffrance d'un poisson par rapport à un être humain. Bien évidemment, avec les animaux, on a des signaux comportementaux, on a des connaissances physiologiques qui font qu'on peut avoir une idée sur la question. C'est extrêmement difficile. In fine, ça reste un choix individuel de se focaliser plus sur la souffrance humaine, la souffrance des animaux, ou les deux. Peter Singer a beaucoup parlé des animaux aujourd'hui, mais il a, comme on l'a mentionné, fondé une organisation qui s'appelle The Life You Can Save, qui est focalisée sur la réduction de la pauvreté et sur la santé globale. Et j'ajouterais juste pour répondre au dilemme du monsieur qui a posé la question, qu'il y a deux questions différentes en fait. Il y a d'un côté, est-ce qu'on devrait tous abandonner les humains pour en fait ne s'occuper que des animaux puisqu'ils sont tellement plus nombreux, et il y a qu'est-ce que vous devriez faire en tant qu'individu. Et c'est deux questions différentes, parce que même il peut y avoir des raisons pour ne pas abandonner les humains entièrement, mais de toute façon, il est peu probable que la majorité de la population s'occupe en priorité des animaux, au moins dans les prochaines décennies. Ce qui fait donc de la cause animale une cause particulièrement négligée. Et ce serait un argument pour qu'un individu s'y consacre, même si l'ensemble de la population ne le fera pas. Je pense quand même, juste pour ajouter quelques mots, je pense qu'il y a quand même une place, vous demandiez si seulement les chiffres ont de la valeur, je pense qu'il y a quand même une place pour un jugement, pour des jugements de valeur, pour aussi penser à vos propres capacités, les endroits où vous avez la capacité d'agir à titre personnel. Si vous êtes particulièrement, par exemple, Gival se concentre spécifiquement sur des causes humaines
c'est très bonne question. So Professor Singer, the two questions were about how to prioritize short-term versus long-term, and the other question was about specifically earning to give. She was wondering, as a student from a business school in France, whether she should enter trading, finance, to earn a lot and to give back to impactful charities, or whether she should use her skills, her knowledge, to directly have an impact in the world. And I think these are two very important questions. Do you want to? Yeah. Short and long term. Oh, yeah, sure. Oh, yes. Thank you. So my view is that we should not discount the future as such. We should give equal weight to the future as we would give to the present, or the near future and the more distant future. But of course, there are questions of uncertainty that come in. So we can discount for uncertainty. If, for example, we are talking about something that will only have an impact in 100 years, we don't know what kind of technologies will exist in 100 years. And we don't know whether there will be much simpler solutions to that particular problem than we have today. So we might discount on that basis. But in general, if we put aside that uncertainty, we should favour long-term solutions rather than short-term ones. Regarding earning to give, again, it will depend on your particular situation, not only your ability to earn, but also the skills that you might have and how useful they might be in directly being applied to global problems. So I know people who have been able to get very high-paying positions in finance, for example. I have one former student at Princeton who is still only, I think, 26 years old. He went to Wall Street after he graduated. He's been able to donate $1 million to effective charities in about four years, maybe 5 years of work. So that's very impressive, and he's careful about researching the charities, so it goes only to highly effective charities. Could he have done more good working directly for an organisation? It's hard to say. My guess is probably not. But he also has the character to do that well and to enjoy doing it and not to be seduced by the lifestyle of the other people he's working with. So although he's earning a lot of money, he does not feel that he needs to drive a Porsche, for example. So not everybody can do that. If you think you have the character and the ability to do that, it might be a good thing for you to do. If you feel that you would work better and harder and be more satisfied with your own contribution, which is important to continuing at it, if you were working directly on a problem of global poverty, that might be the better thing to do. So it's hard to say, but I do recommend you look at the website, 80,000 Hours, at least if you can read English. I don't know whether they've got a French? I don't think so. I don't think so. That would certainly give you more detailed advice than I've been able to. Oh, sorry. Je voudrais juste ajouter un mot à ça. J'étais auparavant avocat, j'ai gagné largement 10 fois plus qu'aujourd'hui. Je peux vous assurer que je suis beaucoup plus heureuse maintenant et certainement plus efficace aussi par rapport à la lutte contre la pauvreté. Oui, c'est très clair. Votre cœur. Oui, je pense que c'est très important quand même à prendre en compte ça, la satisfaction personnelle. C'est important de prendre en compte son impact, mais aussi son impact à long terme. Je pense que si vous pensez qu'au bout de 5 ans à la City, vous serez complètement en burn-out avec impossibilité de continuer à faire du bien, et puis en plus peut-être sans la motivation de forcément
reverser cet argent là où vous auriez voulu dans votre idéalisme de jeunesse. Peut-être que les deux positions sont à considérer quand même. Il n'y a pas une seule option qui est évidente vers le earning to give, mais on peut faire beaucoup plus de bien en gagnant des sommes gigantesques et en les reversant. C'est quelque chose qui n'est pas souvent considéré, qui est très important. Merci. Je voudrais vous poser une question à Peter Singer. On vient d'évoquer la City. Malheureusement, il y a énormément de gens à la City qui ne font pas de burn-out et qui sont absolument ravis de gagner énormément d'argent. Il y a aussi, dans les sociétés occidentales, des multinationales qui fonctionnent extrêmement bien et qui ne sont pas au service forcément du bien commun. Donc ma question pour Professeur Singer, c'est, selon vous, qu'est-ce qui peut bien motiver les gens à être altruistes? So the question is about what motivates people to be altruists, given that many people who are traders, who work in finance, don't do a burnout at all, and on the opposite, they're very happy to win a lot of, to make a lot of money and to use it. How do you, what in your opinion is the factor which motivates people to be altruistic? I think the motivation that I see most often, particularly among younger people, my students and people of that age, is the sense that earning a lot of money is not going to give them the kind of fulfillment and meaning that they want from their lives. Some of them have parents who have earned quite a lot of money, and they see those parents doing well materially, but they don't really want to copy that. They don't really want to just acquire more material goods, more consumer items, live in a bigger house, drive better cars. That doesn't interest them. And they really want to live their life in a way that has some larger purpose, that they can feel that they're somehow on the right side, the good side, in terms of the various forces that are acting on the world, and that will give them a more fulfilling and more rewarding life, even if not one in which they are so comfortable materially as they would otherwise be. Un choix de son métier et à quel point ce monsieur qui a gagné énormément d'argent, 600 millions d'euros, n'a pas été aux dépens de ce que ce mouvement cherche. Alors, je ne sais pas si tout le monde a entendu, je vais peut-être répéter un peu plus fort et en anglais. So what the question is negative impact of maybe those jobs which we are still talking about, where people would earn a lot of money, but during doing their jobs, maybe they would have a very negative impact on society. And the question is it worth earning a lot of money if it is to have negative impact? Well, the moral choice of which job you're doing and what impact it has, negative impact on, again, which is... Certainly, I mean, I don't think we can say that every job in finance has a negative impact. It is going to depend on what kind of jobs you're performing. The student I mentioned, former student, is trying to predict rises and falls in commodity prices so that his company can either buy or sell options for those commodities. It's not a huge company. It's not going to like suddenly send the prices high. It doesn't have that kind of global impact. But if it's successful, it makes some money for its investors. So I don't think there's a real negative impact in that. But of course, in other jobs in finance, there could be, undoubtedly. And I think the question you then have to ask is, at what point would I say, no, I'm not going to be part of this? Right? I think there would come a point at which you would have to go to your boss and say, I think this is wrong. I don't think our company should do this. And your boss then might listen to you, and you might actually have a good impact because you went to finance and now you can change the thinking of your company. Or your boss might say, I don't care, we're going to make big profits, so we'll go ahead. And at that point, you may have to leave.
and maybe by leaving you can also publicize what's happening and have an impact that way. Deux dernières. Ok. Donc, deux dernières questions. Est-ce que, donc, si quelqu'un a des questions spécifiquement pour, soit par rapport à notre association, soit pour Hélène Giacobino, n'hésitez pas non plus, il reste deux questions. So his question is how to apply concretely the ideas of effective altruism. Oui, alors, c'est vrai que la présentation du Guillaume Dorini a surtout parlé des gouvernements et de l'utilité des études. Pardon, de Hélène Giacobino. Je suis très stressé. Mais en fait, les études aléatoires sont utiles aussi pour les individus, puisque, par exemple, l'évaluateur d'ONG dont parlait Olivier tout à l'heure, d'Ivwell, utilise les mêmes études qui sont utilisées par les gouvernements pour essayer de trouver les ONG qui mettent en place les interventions les plus efficaces. Donc, par exemple, distribuer des moustiquaires. Ça peut aussi être fait par des ONG tout à fait comme des gouvernements. Donc, la première chose à faire en tant qu'individu, c'est déjà le don. Donc, se renseigner sur des ONG efficaces, par exemple sur Divwell, qui est une organisation qui produit des recherches très rigoureuses pour essayer de quantifier leur impact. Ensuite, comme Peter Singer en parlait avec l'association 80,000 Hours, il y a le choix de la carrière. Particulièrement si vous êtes en début de carrière, vous pouvez vous poser des questions très fondamentales sur qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ma vie. Et consulter donc les recherches sur 80,000hours.org où des chercheurs tentent d'évaluer rigoureusement quel est l'impact de différentes carrières. Donc par exemple, pour le trading, dont on parlait tout à l'heure, ils essayent de voir par exemple quel type de trading aurait moins d'impact négatif, qui serait donc préférable à d'autres, ou où est-ce qu'on pourrait gagner plus d'argent pour faire plus de dons. Ou alors, pour quelles organisations, par exemple JPAL ou d'autres dans le domaine de la santé, travailler pour avoir un grand impact au niveau des politiques publiques. Et ensuite, si vous voulez faire encore plus, vous pouvez rejoindre l'altruisme efficace et nous aider à prioriser les causes. Parce que l'altruisme efficace, c'est pas seulement la conclusion donnée à telle ONG ou soutenir telle politique. C'est avant tout se poser des questions et argumenter de manière rigoureuse et scientifique pour trouver ce qui serait plus efficace ensemble. Donc vous pouvez nous rejoindre et essayer par exemple pour l'association Altruisme, Efficace France ou pour d'autres au Royaume-Uni de produire des recherches qui aideraient à quantifier l'impact de différentes actions. Bien sûr, tous ces contenus dont on vous parle, avec les phases hours, etc., seront mis à disposition, le sont déjà au travers du site altruismeefficacefrance.org. Voilà. Notre idée est de mettre à disposition beaucoup des ressources qui existent déjà en anglais, en français, parce que c'est vrai qu'il existe beaucoup de choses en ligne, mais qui ne sont pas disponibles pour un public français. C'est une partie de nos objectifs. Dernière question. Dernière question.
quelqu'un veut répondre. And also whether you'd like to comment on a study in the United States showing that people who are more compassionate toward animals are also more compassionate towards humans. So, on the question of how to change society and make people more compassionate, more humane, I think that's what we're all trying to do. I think founding Effective Altruism in France is a step towards that. Writing about it, talking about it, you know, whatever you're doing in your work, if you're a teacher in a high school, talking about it to your students, if you can get letters published online or blog about it, I think we just all have to try to create an atmosphere in which that is possible. I'm aware of the study you're talking about that shows that people who are more concerned about animals, more compassionate about animals, are more compassionate about humans as well. I think, as Mathieu Ricard, in fact, said, you know, this is all one kind of kindness, compassion for all sentient beings, all beings capable of suffering. So I hope we can promote that kind of attitude everywhere. But it's a big task, and we need as many people to help as we can. Donc merci beaucoup pour ces nombreuses questions. Si vous en avez d'autres, j'ai vu que beaucoup de questions n'ont pas été répondues. On sera disponible après, puis par email, vous pouvez nous contacter. Maxime, est-ce que tu veux peut-être montrer? Ouais. Donc on est disponible à contact@altruisme-efficace-france.org sur Facebook. N'hésitez pas à nous poser plus de questions. Simplement, je voulais terminer conclure cet événement par quelques remerciements. Tout d'abord, merci beaucoup encore à Hélène Giacobino et Peter Singer pour vos interventions passionnantes. Donc tout d'abord, Florent Berthet, qui est venu de Lyon pour être avec nous ce soir. C'est lui qui est à l'origine de la diffusion de cette démarche de l'altruisme efficace dans le monde francophone. Et c'est notre troisième cofondateur. Donc vraiment, merci beaucoup, Florent. Il est ici avec sa femme Nadia, qui est la webmaster derrière l'intégralité de notre site, altruisme-efficace-france.org. Merci. À partir de maintenant, on garde tous les applaudissements à la fin. Merci beaucoup également à Guillaume, qui est responsable du développement de l'asso et c'est probablement grâce à lui que vous avez entendu parler de cet événement. Merci à Maxime, qui s'est occupé entre autres de tous les graphismes et des aspects techniques de cette conférence. À Tom et à Antonin, qui ne sont pas présents aujourd'hui, mais qui sont occupés respectivement de toute la communication, de la gestion des réseaux sociaux et puis de la logistique de cet événement, qui n'était pas simple. Donc merci Antonin, qui est d'ailleurs sorti de son rôle de chercheur, il est doctorant à la Sorbonne en philosophie, et il est sorti un petit peu de son rôle de chercheur pour s'occuper de la logistique, et on lui en est très reconnaissant. Nous voulons aussi remercier énormément l'UFR de philosophie de la Sorbonne, en particulier M. Stéphane Chauvier pour l'organisation de la conférence et M. Jean-Cassien Billier pour son mot d'accueil et puis son envie de nouer des liens, de tisser des liens entre le monde académique français et ses démarches, ses questions d'éthique, ses questions de rationalité dans l'éthique peut-être aussi. Et pour conclure, je voudrais peut-être finir sur quelques pistes concrètes de mise en application des idées qu'on a abordées aujourd'hui. Donc, vous êtes intéressé par l'altruisme efficace, vous êtes simplement intrigué par la démarche. Que faire maintenant? Comme ça a été déjà mentionné pendant les questions-réponses, il existe de multiples
manière d'avoir un impact, d'aider directement à travers vos dons, en se renseignant sur les associations qui réellement font une différence, aident les personnes ou aident les êtres, ou les personnes ou les animaux qu'elles souhaitent aider, et également par rapport à également à travers votre carrière, en réfléchissant à comment utiliser votre temps, en plus de votre argent, comment utiliser votre temps pour aider votre famille, vos amis, mais aussi d'autres personnes qui vivent dans le même monde et qui ont peut-être besoin de notre aide. Je pense que ces deux axes, la carrière et les dons, sont peut-être ce que nous aimerions renforcer le plus à l'issue de cette conférence. L'essentiel est également de se renseigner sur ce qui marche vraiment et de s'interroger sérieusement sur notre façon d'améliorer ce que nous faisons actuellement. En tant qu'association, nous avons d'ailleurs à cœur de suivre cette démarche nous-mêmes et de rester dans une approche constante d'amélioration et de remise en question. Nous serons ainsi ravis d'entendre vos suggestions, vos idées, votre expertise aussi. Vous êtes une foule, un public très divers, les backgrounds sont très divers, les expériences sont très diverses, les expertises sont très diverses, et on aimerait beaucoup bénéficier de vos conseils et de vos avis sur l'orientation que nous devons prendre par la suite. Nous en sommes au tout début de notre réflexion sur notre identité, nos projets et nos priorités, et nous sommes vraiment très heureux que vous contribuiez à définir ce que va être l'altruisme efficace en France. Nous cherchons également à établir des liens de travail avec d'autres associations. Nous avons vu qu'aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de personnes présentes qui représentent ou font partie de diverses associations à but très divers, encore une fois, et ce serait intéressant pour nous d'entamer un dialogue, de comprendre comment vous fonctionnez, quelles sont les bonnes pratiques à suivre. On ne souhaite pas être dans une approche dogmatique où on vous explique comment faire votre travail, mais d'entamer un dialogue sur les choses que nous pouvons améliorer et les choses que vous pouvez prendre de ce que nous avons à offrir. De la même façon, nous voulons, en plus du dialogue académique, dialogue avec le monde académique que j'ai mentionné, nous serions très heureux, très intéressés par une réflexion et un dialogue sur les politiques publiques en France. Je pense que GIPAL, le travail que fait GIPAL d'éducation sur l'importance de mesurer son impact est passionnante et vraiment fondamentale, et on aimerait aussi s'inscrire dans cette démarche, écouter ce que les représentants des pouvoirs publics à différents échelons peuvent avoir à nous apprendre, et de notre côté transmettre nos valeurs, transmettre nos idées et partager cette démarche. Enfin, pour les Parisiens, vous êtes bienvenus probablement à partir de la rentrée, on va prendre une petite pause, mais vous êtes bienvenus à nos meet-up hebdomadaires qui reprendront